Ok, j'ai un peu changé le nom du talk, là. J'ai enlevé relay. Donc je parlais de comment on peut, en utilisant GraphQL et un static type checker, refactorer son API sans avoir de bug. Deux, trois mots sur moi, je m'appelle Bastien, je suis ingénieur chez Nato. Ce qu'on fait, c'est qu'on est dans le domaine de la recherche clinique. Ce qu'on veut, c'est faire en sorte que tous les docteurs partout dans le monde puissent être des acteurs majeurs de la recherche clinique pour faire avancer plus vite la découverte de nouveaux médicaments. J'étais pas mal inspiré par tout ce qu'on a vu avant là. On fait du lean, c'est assez marrant. On fait du domain driven design. On ne fait pas de property-based testing par contre. Du coup, j'ai très envie d'essayer ça. Mais là, du coup, je vais vous parler très rapidement, donc 5 à 10 minutes, de ce qu'on peut faire quand on combine un static type checker avec GraphQL. Alors, petite question, qui a déjà utilisé GraphQL ici? Ouais, donc pour la moitié, je dirais. Et un static type checker, donc un truc genre Flow, TypeScript. Un peu moins, là, je m'attendais au contraire. Donc, comment ça marche vite fait? Un static type checker, c'est un processus qui va vérifier que votre programme il est type safe en regardant votre code source. Donc là, par exemple, j'ai rajouté des petites annotations à mon JavaScript. J'ai dit la fonction square elle prend un number, envoie un number. Et ça fait que mon type checker va me dire que je fais une connerie quand j'appelle square avec un string en paramètre. Donc classiquement, on va utiliser soit Flow, soit TypeScript. Je vous recommande fortement TypeScript pour ça. Donc en vrai, static type checker, je rajoute des contraintes. Ça fait que je fais moins de bêtises. Ensuite, GraphQL. Alors, ils disent que c'est un query language, un runtime. Pour moi, c'est une alternative aux API REST. Vous pouvez faire des API, vous avez REST, vous avez GraphQL. Comment ça marche vite fait? Sur la gauche, vous avez votre schéma, vous pouvez le faire à la main si vous voulez, ou vous pouvez le générer à partir de votre code. Donc j'ai une ressource, un user. L'user il a un nom, un string, et une adresse, une autre ressource, cette structure. Et une fois que j'ai défini mon schéma, plutôt côté backend du coup, je vais pouvoir, côté client, query, faire des queries sur ce schéma. Donc ici, je query le user qui a l'ID 12, mais ce qui m'intéresse dans le user, c'est juste son nom et le zip code de son adresse. Du coup, c'est pas n'importe quoi, c'est pas la totalité de mes deux ressources, c'est juste une partie. Et je vais pouvoir faire ça super facilement. Les avantages classiques de GraphQL, c'est pas d'overfetching, je vais chercher juste la donnée dont j'ai besoin. Je peux fetcher plusieurs ressources d'un seul coup. Donc, typiquement en REST, on va fetcher un user, et ensuite on aura un autre endpoint pour fetcher son adresse. Même si on n'est pas obligé de faire ça, on peut optimiser, mais classiquement on va avoir plusieurs requêtes pour faire ça. En GraphQL, on fait tout d'un seul coup. Et globalement, le fait d'avoir ce schéma-là, ce truc à gauche, c'est super puissant, notamment si on dit ça avec un static type checker. Donc c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Donc on se met dans un use case assez simple de j'ai mon back-end que je contrôle, j'ai mon front-end que je contrôle, il y a une API GraphQL entre les deux, et j'ai envie de refactorer le boudin, j'ai envie de changer des trucs dans mon back-end, et le fait d'utiliser un static type checker et une API GraphQL va faire que je vais pouvoir détecter facilement des impacts sur mon front-end de ce truc-là. Du coup, je vais vous montrer ça dans du code. Moi, je vais avoir du mal à parler en même temps. Je vais faire assistant micro. Exactement. Merci beaucoup. Okay, on voit bien? Vous voyez bien le code? Ok, donc on part. Je vais vous montrer le résultat. Le résultat, ça va être une petite application web. Comme ça, je liste des essais cliniques qui ont lieu dans des hôpitaux. À chaque fois, il y a une ville, un pays, un nombre de patients. Une appli web un peu bidon. Côté serveur, donc, il y a ce schéma-là qui dit mon API, elle renvoie des clinical trials. Et les clinical trials, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il y a un nom de site, une ville, un pays, un nombre de patients. Et ça, c'est consommé côté front-end. Et côté front-end, j'ai ma query qui dit ici, va chercher les clinical trials et va chercher les fields, ville, pays, patient et nom du site, et affiche-les dans une table HTML. Et le truc que je trouve super puissant, super rigolo, c'est que si j'ai envie de faire des changements là, donc
et des changements un peu destructifs. Par exemple, retirer un field. Ici, j'ai envie de faire disparaître le champ city. En fait, je me rends compte que c'était une bêtise, j'aurais pas dû faire ça. Là, j'ai bien envie que mon tooling me dise qu'est-ce qui va péter côté front-end et que je ne m'en rende pas compte au runtime avec des users qui mettent des avis pourris sur le store. Et du coup, comment je vais pouvoir faire ça? Donc je vais dire, ok, j'ai changé mon schéma et je vais dire, dis-moi ce qui se passe côté front-end, dis-moi ce qui ne va pas à cause de ce changement de schéma. Donc là, en gros, j'utilise Relay, mais ça marcherait avec Apollo, et j'utilise TypeScript, ça marcherait avec Flow. Il me dit, attention, là, tu essaies de query un truc, City, ça n'existe plus sur Clinical Trial, quoi. Tu n'as pas le droit de faire ça. Ok, très bien, je vais changer ma query. Donc, ici, là, vous aviez vu ma petite query de Clinical Trials. J'arrête de query City. Ok, je vais pouvoir revalider que ma query match mon schéma. Là, il me dit, très bien, tout va bien, c'est bon, tu queries plus des fields, tu n'as pas le droit de query. Par contre, mon appli, elle ne marche pas, là, parce qu'en fait, ce field que j'avais query, je voulais l'afficher quelque part, en fait. J'avais ma colonne city qui était là. Et là, cette fois, c'est TypeScript, mon static type checker, qui va me dire, attention, ton objet clinical trial, là, il n'a plus de champ city, il n'y a plus de ville dedans, tu n'as plus le droit d'afficher ce truc-là. Et du coup, ici, je vais pouvoir directement aller supprimer ça, faire tourner mon type checker, et voilà, tout va bien, maintenant mon appli fonctionne. On va peut-être faire un refresh, voilà, ça y est, j'ai supprimé la colonne city, elle apparaît plus. Donc là, j'ai fait une modif un peu idiote, hein, supprimer un field. On peut imaginer des modifs beaucoup plus complexes, et pareil, je vais être guidé par mon schéma et mon type checker dans quel est l'impact de ma modif sur le reste de ma code base, et je vais pouvoir faire ça tranquillement sans avoir de bug. Voilà. Okay. Si vous avez des questions, on a combien de temps? 2 minutes. 2 minutes. Enfin, ça dépend si... Mais les arguments, alors pour info, on a d'abord fait du flow. L'argument c'était c'est progressif, tu n'es pas obligé de tout faire d'un coup, tu peux rajouter des annotations flow dans ta codeuse petit à petit, ça va bien se passer. C'était effectivement le cas, on était très contents. Au bout d'un moment, on était obligé de faire, de killer le process flow toutes les demi-heures, parce que avec la taille de la codebase qui a grossi et la quantité de code type checké par flow qui a grossi, on n'arrivait plus à faire marcher le truc. Alors j'imagine qu'il y a des gens qui arrivent, chez Facebook. Nous, en tout cas, on a arrêté d'utiliser Flow parce que ça marchait plus sur nos webcams, on est passé à la file et depuis ça marche très bien. J'ai vu dans votre code, il y a un GraphQL non nul, c'est quoi par rapport au GraphQL non? Ouais, donc c'est intéressant parce que typiquement, une cause d'erreur, ça peut être j'ai un truc, je ne m'attends pas à ce qu'il soit nul, en fait il est nul. On peut spécifier dans son schéma GraphQL les champs nulables et les champs pas nulables. Ici, donc GraphQL non nul, c'est quand on écrit ça en JS. Le schéma généré, après, il va mettre des petits points d'exclamation ici pour dire le number de la ressource adresse, c'est un truc qui n'est jamais nul. On peut compter là-dessus. Un truc intéressant, c'est justement passer un truc de jamais nul à en fait parfois c'est nul, finalement je me rends compte. Et là pareil, dans ta codebase, tu vas avoir un TypeScript qui va dire attention, ce truc-là peut être nul, tu n'étais pas au courant, mais vraiment je suis nul. Si vous par exemple, on met un champ dans le schéma de laquelle, je vais utiliser le batch et le front en même temps. Ouais. Qu'est-ce qui se passe quand tu ne peux pas réaliser le front parce que genre, c'est un peu là sur la version Android et tu as des gens qui sont encore sur l'ancienne version. Ouais. Alors, c'est pas très très grave. De manière générale, même si tu n'as pas une app sur le store, tu peux avoir quelqu'un qui est sur son browser, qui a l'ancienne version de ton front-end, tu réalises ton back-end et bim, s'il fait des queries pas cohérentes, ça marche pas. Donc ça dure moins longtemps. Mais ça va faire quand même. Parce que tu vas faire des stratégies de progressives. Tu vas d'abord, par exemple,
Rendre le champ nullable, mais jamais le renvoyer nul. Tu vas adapter ton front-end, release ton front-end, attendre un peu, du coup, si tu es sur les stores, tu attends plus longtemps, et ensuite, tu vas faire le breaking change côté backend. Ça a l'air bien puissant, est-ce qu'il n'y a pas une manière un peu plus électronique de relancer les commandes justement dans des de relancer quelle commande? je crois que tu as un Génération du schéma, la compilation des queries. Ouais, tu peux rajouter un watcher dessus, hein, si c'est un truc que tu fais souvent. Mais après, changer ton schéma, c'est pas une action que tu fais tous les jours. C'est un truc un peu. Donc mettre un watcher dessus, c'est possible. Hein, j'ai juste pas fait ce que j'avais pas fait quand je l'ai fait. Si, par exemple, dans le resolver, une requête pour une base de données non relationnelle. Et dans ce cas-là, les résultats utilisés peuvent être non cohérents avec le schéma. C'est possible, et si c'est le cas, comment est-ce qu'il peut faire face à ça? Donc je dis, ton serveur déclare un schéma, mais en fait ce qu'il envoie, c'est pas ce qu'il déclare dans le schéma. Voilà. Dans ce cas, ça va faire une erreur runtime côté backend, parce que ton serveur fait pas ce qu'il dit qu'il fait. Donc, c'est possible de gérer ça, mais c'est pas une spécificité de GraphQL. C'est comme si, pareil, tu avais une API REST et tu respectais pas ce que tu avais mis dans ta doc. Et si tu utilises une base de données relationnelle, est-ce que tu peux linker la base de données avec GraphQL, par exemple? J'imagine que tu vas pouvoir faire ça. Nous, on fait du domaine driven design, donc on a tendance à séparer une partie. Ce qu'il y a dans la DB de ce qu'on expose comme schéma, par exemple. Mais j'imagine que tu vas pouvoir faire ça. Si tu utilises un truc framework où tout est connecté, ton modèle dans ta DB jusqu'à ton schéma, tu vas pouvoir écrire une seule fois un schéma qui marche pour ta DB relationnelle et ton schéma GraphQL. Parce que dans le backend, il y a une option de faire générer automatiquement les schémas GraphQL